Bienvenue à tous dans ce nouveau débrief sur Médian TV Afrique. Après être resté un an sans perturbation, l'école sénégalaise est encore en crise. Les syndicats représentant le secteur de l'éducation nationale exigent du gouvernement sénégalais le respect des accords consignés dans le protocole d'accord du 30 avril 2018 et celui de 2014 qui envisageait une décennie sans mouvement social dans le pays et qui donnait l'espoir d'une école sénégalaise apaisée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été fait jusque-là et qu'est-ce qui reste à faire? Et quelles sont les perspectives? Autant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses avec nos invités. Et il s'agit de Dame Mbodj, secrétaire général du CUSEMS Authentique et coordonnateur du G20. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci, c'est tout le plaisir pour moi également de répondre positivement à votre invitation. C'est la première fois que je viens ici, mais je souhaite qu'on ait un débat vraiment assez intéressant pour ceux qui nous suivent et qu'on puisse, au terme du débat, apporter des solutions ou proposer, donner des indications par rapport aux solutions à mettre en place pour un système éducatif apaisé. Espérons-le. Avec lui, nous sommes avec Abbas Attié, membre du comité exécutif national de la COSYDEP. C'est également un plaisir de vous recevoir. Merci Aminata, merci Dame, merci de nous recevoir sur ce plateau. Et effectivement, l'école sénégalaise est en ébullition. Et de partout, on cherche des solutions. Et je crois qu'à partir de votre plateau, on trouvera des solutions idoines pour l'école sénégalaise et pour le système éducatif sénégalais. En tout cas, espérons-le. Et en principe, Mamadou Diagne, directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, devait être également avec nous. Il nous avait donné son accord de principe, mais il a désisté à la dernière minute pour des raisons que nous ignorons. N'empêche, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un reportage faire sur le terrain signé Sirmi Adeline Boukaka. Au lycée Blaise Diagne de Dakar, pendant que des enseignants boycottent les salles de classe, certains de leurs camarades continuent de dispenser des cours. Ici, le mot d'ordre des syndicats d'enseignants regroupés autour du G7 n'est pas largement suivi. Je n'ai pas observé parce que bientôt je me suis absentée 2 fois. Donc il faut que je rattrape les cours avant les compositions. C'est pourquoi donc, je ne suis pas allée donc, en grève. Certains qui ont observé le débrayage. Donc ils ont fait cours de 8h à 10h et après 10h, donc, ils ont dit que donc, ils observent la grève. Si le mot d'ordre a été respecté partiellement dans certains établissements scolaires, ce n'est pas le cas à l'école élémentaire de Mas Massayer Mian 1, située dans les périphéries du centre-ville de la capitale. Les enseignants, malgré leur rencontre avec les autorités étatiques, continuent de réclamer la satisfaction de leur plateforme revendicative. C'est que c'est une question qui plombe la carrière des enseignants. L'autre élément, nous attendons le gouvernement sur la révision du système de rémunération. Un système beaucoup plus juste et équitable. Au-delà de ça, il y a la question de formation, il y a la question donc, des passerelles professionnels et d'autres questions qui tournent autour non seulement des élèves, mais des enseignants, mais en bref du système éducatif. Cette situation que traverse le système éducatif ne laisse pas indifférents les parents d'élèves. À un moment donné, il faut qu'ils s'arrêtent, que ce soit les enseignants et le gouvernement, qu'ils négocient et qu'ils mettent en avant l'intérêt des enfants plutôt que leur intérêt personnel. Les syndicats d'enseignants prévoient une grève totale ce jeudi, suivie d'une marche à Dakar et dans les régions du pays. Ils espèrent une réponse favorable de l'État sénégalais. Alors, un reportage signé Sirmi Adeline Boukaka. Alors, Monsieur Dame Mbodj, remontons un peu les faits. Le 17 février 2014, le point de départ. Ce jour-là, le gouvernement et les syndicats avaient signé un protocole d'accord après presque 2 ans de négociations. L'espoir d'une école apaisée était donc permis. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, merci. Effectivement, le 17 février 2014 marque un tournant important dans la crise qui sévit actuellement dans le système. Il faut rappeler que lorsque le président Macky Sall a été élu en 2012, le système était déjà confronté à une crise. On était déjà à 3 mois de crise. Quand il est arrivé au pouvoir, on y a ajouté même 1 mois de crise. Et le peuple sénégalais nous a mis la pression pour qu'on arrête la grève.
Et c'est en ce moment qu'on a décidé donc de suspendre notre mot d'ordre pour permettre au nouveau gouvernement donc, du président Macky Sall de s'installer et de commencer les discussions avec nous 3 mois après. Donc presque pendant 2 ans, de 2012 à 2014, il n'y avait pas de perturbation. Et c'est le 17 février 2014, un protocole d'accord a été signé. Et ce protocole d'accord a été considéré par le porte-parole du gouvernement pour les négociations à l'époque, Mansour Sy, ministre de la fonction publique, d'accord réaliste et réalisable. Donc ça veut dire que le gouvernement s'était engagé à régler tous les problèmes qui étaient consignés dans le protocole d'accord. Il y avait 32 points comme ils le disent. Et aujourd'hui, il parle de 32 points réglés, 33 points, 32 réglés, il ne reste qu'un seul point. Donc nous considérons qu'il sera extrêmement difficile dans votre émission de parler de tous les points d'accord, mais dans tout protocole d'accord, il y a des points saillants. Il y a les points qui constituent les goulots qui étranglent le système. C'est pourquoi quand nous communiquons, nous parlons de ces questions qui ne dépassent pas 5-6 points. C'est ça qu'on avait convenu avec le gouvernement du président Macky Sall. Donc nous, tous les syndicats du Sénégal avaient signé ce protocole d'accord du 17 février 2014. Maintenant, c'est ce protocole d'accord-là qui n'a pas fait l'objet de matérialisation pendant tout le temps qu'ils ont fait jusqu'en 2018. Et 4 ans après, nous avions tous constaté qu'il y avait des problèmes. Et malheureusement, dans la division, parce qu'un an avant, il y avait des élections de représentativité, c'est pourquoi en 2018, il y avait 2 groupes qui faisaient la grève. Mais en 2014, ce que nous avons convenu avec le gouvernement du président Macky Sall, c'était toutes ces questions que vous entendez aujourd'hui, de mettre fin aux lenteurs administratives dans la production des actes des enseignants, les actes d'avancement, les actes d'intégration, les actes de validation. 2, de régler la dette, c'est-à-dire les rappels, c'est-à-dire l'argent que l'État du Sénégal doit aux enseignants. Aujourd'hui, ça se chiffre à près de 100 milliards. À l'époque, ça ne faisait pas encore 100 milliards, mais l'État s'était engagé à apurer. Mais plus les années passent, plus... il y a une sédimentation des actes, c'est-à-dire chaque année, d'autres actes sortent. Et puisque les actes antérieurs n'étaient pas encore réglés, donc plus les années avancent, le montant donc de la dette augmente, ça veut dire les rappels. Le 3e point, c'était vraiment le point qui a été cité dans votre élément tout à l'heure, donc que vous avez réalisé. Effectivement, le point qui constitue le vrai blocage entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement, c'est le point sur le système de rémunération. En réalité, c'est ce point qui pose problème. Parce que sur tous les autres points, l'État, certes, nous ne sommes pas satisfaits de ce qu'ils sont en train de faire, mais on sent parfois quand même des efforts. Mais le point où l'État ne fait aucun effort, et c'est le point quand même qui intéresse plus les enseignants, c'est le point sur la révision du système de rémunération. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire la fonction publique du Sénégal, et il y a un texte qui réglemente cela. Le texte dit que sur le régime indemnitaire, on doit traiter les agents de façon équitable. C'est-à-dire les enseignants, qu'ils soient des médecins, qu'ils soient des magistrats, qu'ils soient des travailleurs des collectivités locales, qu'ils soient des fonctionnaires, tous ceux qui sont fonctionnaires régis par la loi 61-33, ils doivent être traités de façon équitable sur le régime indemnitaire. Mettez le point là, nous allons y revenir surtout avec les points qui font que le problème peine à se résoudre, et surtout par rapport à la fonction publique. Nous savons que vous constituez la majorité des agents de la fonction publique. Ça, nous allons y revenir. Mais dites-nous, vous qui êtes de la COSYDEP, quel regard jetez-vous sur ces crises répétitives dans le système éducatif sénégalais? Merci Aminata. Ces crises répétitives, nous l'avons maintes fois débattues au niveau de notre siège. Et ce que nous constatons, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise majeure, finalement, c'est une solution de colmatage qu'on trouve surtout vers le mois de mai, mois de juin, c'est-à-dire à l'orée des examens. Ceci doit cesser, d'autant plus que nous devons penser autrement à l'éducation, d'autant plus qu'il y a des questions majeures de l'éducation qui doivent être débattues actuellement. Parce que ces problèmes d'ordre organisationnel ou bien d'ordre financier qui ont été consignés dans les protocoles, ces problèmes, nous devons déjà les dépasser. Parce que ce sont des protocoles peut-être que le gouvernement tarde à mettre en œuvre sur certains points, mais sur d'autres points aussi, nous notons des avancées. Donc c'est une crise actuellement que nous tous nous constatons et que nous déplorons. Et ce que nous fustigeons, c'est que qu'on arrive au mois de mai ou au mois de juin pour trouver maintenant une solution de colmatage. Ça, c'est quand même... Voilà, justement, vous en parlez. Vous avez toujours participé aux négociations et tout. Qu'est-ce qui ne marche pas réellement, en dehors de ce dont parle Ce qui ne marche pas, parce que, disons que le gouvernement... Il y a une question de confiance, en quelque sorte.
Parce qu'il y a une question de confrontation, chacun vient peut-être avec des arguments et n'est pas tellement ouvert à l'autre et vient comme s'il voulait pratiquement combattre l'autre. Or, il y a une manière d'écouter l'autre pour qu'on puisse quand même trouver des solutions. Mais malheureusement, la majeure partie, disons, des participants à ces débats ou bien à ces rencontres se regardent en chaîne de faïence et un climat de méfiance souvent est constaté. Parce qu'on a l'impression d'assister à un débat de sourds. Tout à l'heure, M. Ndoye, vous l'avez, M. Mbouit plutôt, vous l'avez évoqué. Vous avez parlé des problèmes, surtout celui du système de rémunération. Mais avant d'en revenir à cela, qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Oui, ce qui a été fait, je dois reconnaître quand même que depuis 2014, parce que c'est le point de départ, tout ce qui a été fait après, c'est dans la manipulation que le gouvernement l'a fait. Mais pour les accords signés en 2014, quand même, il y a eu des avancées au niveau de la formation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a constaté quand même que même s'il y a encore des problèmes, ils ont fait des efforts au niveau de la formation, si bien que même les enseignants qui ont des diplômes spéciaux ont été, donc, il y a un plan de formation pour ces gens-là pour leur permettre de dépasser cette injustice. Donc sur ce plan-là, ils ont fait des efforts. Je considère également qu'ils sont en train de faire des efforts au niveau des mises en solde. Et ce que vous allez expliquer après, parce qu'on parle de beaucoup de points de mise en solde, entre autres, mais les gens ont du mal à comprendre. Il faudrait expliquer cela aux populations. C'est simple. Je peux l'expliquer rapidement, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que puisque maintenant au Sénégal, pour enseigner, on ne vous prend pas directement dans la fonction publique, vous passez d'abord par la contractualisation. Maintenant, quand vous êtes, tout au début, c'était d'abord des vacataires volontaires, ensuite des contractuels, ensuite être versés dans la masse salariale. Maintenant, tout le processus là, il y a des étapes à faire. Donc, tu dois arriver qu'un enseignant soit dans la classe, en train d'enseigner alors qu'il n'est pas encore formé. Maintenant, après quelques années, on le forme. Après l'avoir formé, on sort sa nomination. Ensuite, il suit un processus jusqu'à devenir fonctionnaire et on lui crée un matricule. Parce que normalement, chaque 2 ans, la situation de l'enseignant devrait s'améliorer. Oui, ça, c'est les avancements. Mais d'abord, je parle de oui, en fait, il est intéressant de le comprendre parce que là, peut-être, moi qui suis votre vis-à-vis, je le comprends, mais ce téléspectateur qui nous regarde, parce que vous, les enseignants, vous avez l'habitude de parler de beaucoup de termes, entre autres solde, validation, rappel, entre autres, mais il faut l'expliquer. Vous avez parfaitement raison. Donc, si j'explique rapidement, la mise en solde, c'est quoi? C'est quand vous êtes recruté comme enseignant et vous n'êtes pas encore fonctionnaire, on vous appelle à l'élémentaire maître contractuel ou volontaire, ou au moins secondaire, on vous appelle vacataire ou professeur contractuel. C'est-à-dire c'est les corps intermédiaires avant d'être fonctionnaire. Donc pendant cette période-là, ça peut durer parfois 4 ans, 5 ans, 6 ans, ou même parfois 7 ans. Maintenant, dès que vous êtes formé maintenant et vous êtes sorti, maintenant on doit vous remettre maintenant dans le circuit des fonctionnaires. C'est ça qu'on appelle maintenant la mise en solde. On vous met en solde, c'est-à-dire tu n'es plus payé comme contractuel où tu avais un montant forfaitaire qu'on te payait, mais maintenant tu entres dans le régime donc des fonctionnaires de l'État et pour ce processus-là, pour y entrer, il faut qu'on vous crée votre matricule parce que vous avez terminé le parcours du combattant et maintenant vous devenez un fonctionnaire, on vous met en solde. Et si on revient maintenant sur ce qui a été fait, vous avez parlé de certains avancements, c'est important également de le dire avant d'en venir à ce qui n'a pas été fait. Effectivement, c'est ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi j'ai dit que quand même sur ce plan-là, ils sont en train de faire des efforts parce que avec la scolarisation universelle, le nombre d'enseignants du Sénégal avait fortement augmenté. Maintenant, puisqu'ils n'avaient pas tout de suite la possibilité de mettre tout le monde dans la fonction publique, il fallait trouver des corps intermédiaires pour que les classes ne vaquent pas. Maintenant, après un certain temps, on les régularise. Maintenant, dans la régularisation, c'est pourquoi les gens nous entendent parler de validation. La validation, ce n'est rien d'autre que le nombre d'années que vous avez effectué avant d'être fonctionnaire. Tu ne perds pas tout donc, dans ta carrière. On majore ton ancienneté par rapport au nombre d'années que tu as eu et l'État a négocié avec nous ce qu'on appelle la validation aux 2 tiers. La validation aux 2 tiers, c'est-à-dire quand un enseignant, et si on prend l'exemple d'un professeur contractuel, il fait 6 ans de contractualisation. Quand on doit le mettre dans la fonction publique, donc de l'intégrer dans la fonction publique avec son acte d'intégration, il ne perd pas tout, mais il garde les 2 tiers. C'est-à-dire s'il avait fait 6 ans,
avant d'être fonctionnaire, quand on l'intègre comme fonctionnaire, il perd 2 ans dans son ancienneté et il garde 4 ans et on lui paye également un rappel sur les 4 ans. Alors rapidement, j'ai besoin de l'avis, comment dirais-je, de notre invité par rapport à notre discussion. Là, il a un peu expliqué, vous l'avez vu, mais qu'est-ce qui pourrait justifier ces lenteurs par rapport à la mise en œuvre des accords qui ont été signés? Ces lenteurs sont de différents ordres, hein, parce que les lenteurs, c'est au niveau des actes. Parce qu'on peut voir des enseignants qui sont au fond du Sénégal, qui malheureusement, leurs dossiers sont acheminés au niveau des IF et c'est sous format papier. Il n'est pas rare que les formulaires s'égarent ou bien qu'on les oublie, etc. Et déjà, donc, le fait que ça passe par plusieurs processus, plusieurs ministères. C'est de sorte que l'enseignant peut se retrouver 5 ans ou 6 ans, voire même 10 ans sans avancer. Donc la solution qui a été trouvée actuellement, c'est peut-être de travailler avec l'ADIE dans la dématérialisation, c'est-à-dire dans la digitalisation. Parce que les responsables des bureaux des ressources humaines des IF ont été formés pour vraiment prendre les dossiers en charge à partir même des IF au niveau des régions, au niveau des départements. Maintenant, ce sont eux qui vont acheminer les dossiers par voie électronique au ministère de la fonction publique et voire même au ministère de l'Éducation. C'est la trouvaille qui a été faite récemment. C'est vrai que l'ADIE est en train de travailler en ce sens, vu que le chef de l'État Macky Sall a parlé de modernisation de l'administration sénégalaise, entre autres, mais les problèmes sont urgents. Est-ce qu'ils peuvent attendre? C'est la question qui se pose. Nous, on dit que ce n'est pas peut-être du tic au tac que ça va se régler, comme il l'a dit. Il y a une sédimentation, il y a plusieurs opérations coup de poing. Mais malheureusement, ça n'arrive pas à juguler, à régler tout le problème. Il y a toujours des dossiers en instance. Lors du dernier monitoring, vous avez entendu la ministre dire qu'il y a 886 dossiers qui étaient en souffrance, qui étaient sur sa table. Les chiffres ont été donnés. Voilà, les chiffres ont été jugés peu d'ailleurs par rapport au nombre. Exactement, donc il fallait donc signer peut-être dans la semaine ces derniers actes. Donc malheureusement aussi, une fois que les actes sortent, ce qu'on constate sont des lenteurs même dans le paiement des rappels. Ce qu'il a annoncé tout à l'heure. Donc là, ça suit encore un autre processus. C'est le ministère des Finances qui est interpellé par rapport à cela. Voilà. Ça aurait été plus intéressant que le représentant de l'État soit là quand même pour nous expliquer certains aspects, mais malheureusement, il n'est pas là. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui restait à faire ou n'a pas été fait? Oui, ce qui n'a pas été fait, d'abord sur ces lenteurs-là, vous avez posé une question importante. Pourquoi ces lenteurs? Mais on doit expliquer aux Sénégalais que les actes administratifs, qui sont attendus par du côté de l'administration et où il y a des lenteurs, et ils proposent même la dématérialisation comme il vient de l'expliquer. Avec l'ADIE, mais oui. Avec l'ADIE pour que tout se fait à travers donc, les nouvelles technologies de l'information. C'est-à-dire qu'on ne prennent plus des cartons de région en région pour faire les différents ministères, mais qu'à partir des ordinateurs, qu'on puisse scanner les documents et valider par des signatures électroniques. Ça, c'est une révolution parce que d'autres pays l'ont réussi. Mais il faut que les Sénégalais comprennent que ces lenteurs administratives sont voulues par l'État. Pourquoi ces lenteurs sont voulues par l'État? Parce que moi, je doute de cette dématérialisation. C'est-à-dire, ça peut régler le problème des actes. Mais l'État ne veut pas qu'il y ait des milliers d'actes qui sortent en même temps. Pourquoi? Parce que quand des milliers d'actes sortent, ça veut dire que la dette aujourd'hui qui tourne autour de 100 milliards va aller à 200 milliards. Parce que plus le nombre d'actes sort, plus la dette augmente. Donc l'État joue sur les actes qui sortent pour que le montant des rappels ne puisse pas augmenter de façon exponentielle. Parce que moi, je ne vous coupe pas sur ce point-là, avant même de parler de l'ADIE. C'est vrai qu'une 50aine de personnes avaient été, comment dirais-je, recrutées pour justement gérer ce problème-là. Mais le problème qui s'est posé après, c'est qu'ils n'avaient pas eu accès à leurs ordinateurs. Ça aussi, c'est un autre problème qui s'est ajouté à cela. Parmi ce tiraillement, je ne vous coupe pas, je reviens vers vous. Comment peut-on régler ce problème qu'est l'éducation avec ce genre de détails? Bon, disons, on est à l'orée de la révolution numérique. Nous, ce que nous avons constaté, qu'il y a des efforts qui ont été faits, hein, parce que nous sommes à équidistance quand même du gouvernement et des organisations syndicales. Et nous assistons à l'ensemble des rencontres comme témoins. Et nous savons pertinemment que des efforts ont été faits par les différents ministères.
peut-être en termes de dotation de matériel sophistiqué pour juguler ce problème. C'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure. Il y a des milliers et des milliers de dossiers en instance. Ce n'est pas en 2 jours, peut-être en 3 jours qu'on pourra donc décanter l'ensemble de ces dossiers-là. Vous avez vous-même dit qu'ils ont recruté une 50aine de personnes pour cette tâche. Est-ce que c'est suffisant pour ces 50 personnes? Est-ce que les enseignants qui sont là-bas à Fonguelemi ou bien... Mais recruter sans pour autant outiller les personnes, ça revient à ne pas résoudre le problème. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, quant au l'outil, je ne sais pas s'ils ont été outillés ou pas, parce que je ne peux pas dire qu'ils ont été outillés ou pas, mais je sais qu'ils ont été recrutés et il y a eu beaucoup de dossiers en instance. Et malheureusement, certains enseignants qui sont au fin fond du Sénégal ne peuvent pas du tout attendre vraiment ça parce que... Oui, bon, moi je peux confirmer quand même que lorsque les 50 agents ont été recrutés sur notre demande pour appuyer pour qu'on augmente quand même le nombre de bureaux de gestion, effectivement 50 agents avaient été recrutés et avec un colmatage très difficile quand même, ils ont pu trouver les 50 ordinateurs. Ça vraiment je peux le dire parce que c'est nous qui avions à l'époque demandé tout cela. Mais moi je considère que effectivement, comme je disais tantôt, le vrai problème que nous avons, c'est que l'État du Sénégal aujourd'hui est face à une situation qui demande des moyens. Tout ce qu'on dit là, tant que l'État n'aura pas appuyé le stock de rappel, le stock d'actes dans le circuit, les problèmes vont demeurer. Donc nous considérons que c'est vraiment le vrai problème que nous avons dans le système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils parlent beaucoup, mais nous les attendons sur les actes concrets. Aujourd'hui, les anciens attendent leurs actes d'avancement, d'intégration et de validation. Je viens d'expliquer la validation aux 2 tiers avec rappel l'État à travers un protocole, peut-être tu reviendras tout à l'heure avec le protocole qu'ils ont essayé de signer en 2018 alors qu'on n'a pas signé un protocole sur un protocole. C'était simplement un avenant, mais le seul protocole qui existe entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement, c'est le protocole du 17 février 2014 qui reprend l'ensemble des questions dont le système souffre et qui a fait l'objet de 2 ans de discussion. Mais se réunir pour 3 jours et vouloir enterrer le protocole 2014 et revenir même sur certains points. Moi, je vous donne des exemples pour montrer que dans le protocole 2018, ils ont tenté même de revenir sur certains points. Dans le protocole 2014, on parlait des passerelles professionnelles. Il n'a jamais été question d'organiser un concours pour les passerelles professionnelles. Les passerelles professionnelles, c'était une question qu'on discute depuis 2007. C'était pour régler une injustice dans le moyen secondaire, pour permettre aux enseignants du moyen secondaire de gravir les échelons, comme ça se fait dans le supérieur et dans l'élémentaire. Mais aujourd'hui, ils ont utilisé une subterfuge avec donc nos amis du G6 pour signer un protocole d'accord qu'ils appellent un protocole d'accord, alors que c'est un simple avenant pour clarifier certains points. Mais cet avenant, justement, il a là, ce que les accords revient sur un point très important, sur 2 points. L'avenant tente d'alléger 2 points. 2 points dans le protocole 2014. Le premier point que l'avenant cherche à alléger, c'est les passerelles professionnelles. Ce n'est pas un concours, c'est un examen. Tous les enseignants concernés peuvent faire et on fixe les standards et celui qui atteint les standards réussit, comme ça se fait avec l'élémentaire. À l'élémentaire, pour réussir un examen donc professionnel, on ne dit pas que c'est un concours pour le CAP. On fixe les standards et les gens passent. C'est la même chose qu'on demande pour le moyen secondaire. Nos amis ont été roulés dans la farine. La deuxième chose, c'est la validation aux 2 tiers. Lorsqu'on signait le protocole d'accord, ce qu'on a dit avec le gouvernement du Sénégal, c'est la validation aux 2 tiers avec rappel. Aujourd'hui, le président Macky Sall est en train de valider aux 2 tiers pour la majoration de l'ancienneté civile, mais quand il s'agit de faire le rappel, il rappelle aux tiers. C'est une manière de montrer que le gouvernement est en train de connivence avec certains syndicats, d'alléger certains points, alors que ce n'est pas ce qui a été conclu le 17 février. Preuve de ces allégations. Mais non, ce que je dis, c'est ça les preuves. Ça dit, je vous ai dit. Moi, jusqu'à moi, je considérerais ça comme des allégations. Non, je vous donne des preuves. S'il vous plaît. Non, je vous donne des preuves. Et là, monsieur Ati, vu déjà, c'est bon, c'est de son droit. Oui, mais je donne des preuves. Parce que là, on a parlé tout à l'heure des facteurs bloquants, mais moi, j'aimerais bien souligner ce petit facteur. Tout à l'heure, monsieur Mbodj en a parlé. Eux, ils sont du G20 et là-bas, il s'agit du G6 ou du G7. Comment peut-on régler le problème des enseignants dans la division? C'est la question que je pose.
Bon, le problème... Parce qu'on me le dit, l'union fait la force. Mais cela se voit avant même d'avoir ce problème qu'ils ont avec l'État du Sénégal par rapport au respect de des accords qui ont été signés. Nous avons l'impression qu'eux-mêmes, en leur sein, ils ne s'entendent pas, s'il vous plaît. Ils ne s'entendent pas et pourtant, ce sont les mêmes revendications. Les lenteurs administratives, respect des accords, système de rémunération, exactement, les passerelles professionnelles, ce sont les mêmes points que le G6 et le G20 ont porté sur la table du gouvernement. C'est exactement la même chose. Donc les divisions au niveau des syndicats, peut-être le gouvernement a voulu peut-être avec plus d'une centaine ou bien plus de 200 organisations syndicales, a voulu quand même discuter avec les syndicats les plus majoritaires en organisant peut-être une élection de représentativité. Et ce sont ces 7 syndicats-là avec lesquels le gouvernement discute. Et le G20 se sent peut-être laissé en rade. Par rapport à ça, ce qui ne devait pas être, parce que normalement, une organisation syndicale qui est digne de son nom doit être quand même reçue par les ministères du tutelle, par quand même le gouvernement. Même si les négociations peut-être vont se faire avec le G7, qui sont des syndicats quand même les plus représentatifs par rapport à ça. Bon, nous sommes arrivés à la fin de la première partie, nous allons y revenir dans la seconde partie. D'accord. Voilà, vous êtes dans la seconde partie du débrief si vous nous rejoignez à l'instant. Tout à l'heure, M. Haïti, nous parlions de l'émiettement au sein du mouvement syndicat. Oui, l'émiettement a causé problème parce qu'il y a eu plus de 200 organisations syndicales qui ont été créées dans le secteur de l'éducation. C'est pas ça le nom. Peut-être il va revenir sur le nom, mais quand même il y a un pléthore de syndicats qui ont vu le jour. De sorte que le gouvernement ne pouvait pas négocier peut-être avec tout le monde. Sur la table des négociations, peut-être il y a plus de 200 ou bien 300 qui vont venir. Donc il a fallu maintenant chercher une solution à cela. C'est en organisant des élections de représentativité syndicale. Surtout. Voilà. Donc il y a eu les 7 syndicats qui sont sortis majoritaires avec lesquels le gouvernement négocie. Il y a d'autres syndicats maintenant comme le G20, qui ne participent pas à la table de négociation et pourtant qui portent les mêmes doléances, sinon les mêmes revendications que le G7. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi bon, d'abord, il y a beaucoup de choses à clarifier. Pourquoi D'abord, oui, c'est sur ça que je veux venir. Le nombre de syndicats d'enseignants n'a jamais atteint 45. Ils parlent beaucoup, ça ne fait même pas 50, à plus forte raison 200. Les élections de représentativité, 32 organisations syndicales ont participé. Donc, même ceux qui ont désisté, qui n'ont pas participé, c'est une dizaine. Donc, les syndicats d'enseignants n'ont jamais atteint 45. Donc, ça, le ministère le sait. Ça, c'est la première précision. C'est vrai que c'est beaucoup aussi, 45. Mais c'est loin de 200. Pourquoi vous ne participez pas à la table de négociation? Oui, attendez, c'est ça que je viens sur ça. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est simple. Lorsque le gouvernement a signé le protocole du 17 février 2014 dont on parle, ils ont senti qu'il y a un point qui dérange. C'est le point sur le système de rémunération qui était vraiment le point nodal. Tout à l'heure, vous en avez parlé. Maintenant, puisqu'ils sentaient que ce point-là, pour le régler, même s'il y a des injustices qu'ils reconnaissent, eux, le gouvernement, et qui sont sortis dans le cabinet MGP Afrique, dans le rapport du cabinet MGP Afrique, ils ont peur d'entrer dans les discussions autour de cette question qui va poser problème pour le règlement. Maintenant, ils ont voulu diviser les enseignants. Maintenant, ils disent, on organise des élections de représentativité. Leur objectif, c'était que quand on l'organise, sur la quarantaine de syndicats dans le secteur de l'éducation et de la formation, au moins, beaucoup ne vont pas atteindre le seuil de 10%. Mais pourquoi vous n'y avez pas participé? Non, vous me suivez. Vous ne me suivez pas. Nous y avons participé. J'ai dit 32 syndicats. Je parle des négociations. Non, c'est ça. Pour que je puisse aller directement à ça, il faut que j'explique. C'est-à-dire que maintenant, quand en 2017, ils ont organisé les élections, leur objectif, c'était de ne pas avoir tout le monde à la table de négociation. Ils voulaient organiser des élections dans le secteur de l'éducation pour dire maintenant, le syndicat qui n'a pas 10%, lors de ces élections, ne pourra pas participer aux négociations. Et l'objectif de l'État, c'était d'écarter des syndicats, c'est-à-dire d'affaiblir, contrairement à ce qu'ils disent. Ils disent rationaliser la table de négociation. C'est le contraire. Ils voulaient affaiblir la table de négociation parce qu'il y a des syndicats
même s'ils n'ont pas 10%... Mais dites-nous, c'est les syndicalistes eux-mêmes qui ont demandé... C'est nous-mêmes qui avions demandé. Maintenant, la question que je vous pose là actuellement, qui nous concerne et qui nous intéresse, pourquoi ne participez-vous pas aux négociations? Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? J'ai dit, très bien. Vous n'avez pas atteint le pourcentage? C'est ça. Le gouvernement avait dit que tout syndicat qui n'atteint pas 10% lors des élections ne va pas participer aux négociations après les élections. Maintenant, quand on l'a organisé, effectivement, les résultats provisoires ont montré que 5 syndicats du collège, de l'élémentaire et du moyen ont atteint les 10%. On a ajouté un syndicat qui n'avait pas 10%, mais comme c'était une spécificité qui n'était pas basée sur rien du tout d'ailleurs, on l'a coopté. Selon vos propos? Non, ce n'est basé sur rien du tout. Moi, j'étais dans la salle ici à la résidence Mamoun. Nous, le système là, depuis 20 ans, tout ce qui se passe dans le système, nous y sommes. Nous sommes au cœur de tout ce qui s'est passé. Donc tout ce que nous disons, nous n'avons même pas besoin de papier pour parler. On donne des chiffres, on donne des choses parce que c'est des choses que nous maîtrisons. Donc je dis que le syndicat là qui a été coopté n'avait même pas 5%. Mais puisqu'il y avait une spécificité pour les arabisants, on a dit on les coopte. Maintenant, pour dire qu'après, ce qui s'est passé, c'est que les élections sont provisoires. C'est important ça quand on le dit. Pourquoi? Parce que l'arrêté qui a organisé les élections avait dit qu'à la fin du processus, tout syndicat qui n'est pas d'accord avec l'organisation du scrutin peut faire un recours. 5 syndicats se sont regroupés, ont trouvé un avocat après les élections en 2017. Ils ont déposé un recours sur la table de la cour d'appel. Et quel est du recours? Le recours, le président Demba Kandji nous a appelés, nous tous, le président de la cour d'appel, nous tous nous y étions, le G7, G6 à l'époque. Nous, le G20, on ne s'appelait pas G20, on s'appelait FEDER. C'était juste après les élections, il nous a appelés pour nous dire, d'abord, je ne parle même pas des résultats, mais même l'arrêté qui a organisé vos élections-là a été mal libellé. Donc si on suit sa logique, cette élection-là ne vaut rien du tout. Parce qu'il a dit, moi, vous me demandez d'annuler vos élections, mais moi, je n'ai pas pouvoir d'annuler des élections. C'est la Cour suprême qui a ce pouvoir. Alors que dans l'arrêté qui a organisé les élections, on dit que c'est la Cour d'appel qui est compétente. Donc vous avez vu. Et puis, j'entends des gens du ministère dire, oui, les syndicats qui ont fait un recours, le recours n'est pas suspensif, c'est pas vrai. Le ministère n'est pas là pour se défendre. S'il vous plaît, on n'avance pas sur ce point. Ils ont tort parce qu'ils ont peur de moi. En réalité, beaucoup de journalistes dans ce pays veulent organiser un débat contradictoire. S'il vous plaît, monsieur Mbod, comme vous le dites, vous n'avez pas atteint le pourcentage. N'empêche, l'État est dans son droit. C'est ça qui n'est pas... Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit, madame. J'ai dit, les résultats sont provisoires. On n'a pas encore... Ils sont provisoires, mais dans ce provisoire-là, vous n'avez pas atteint le pourcentage. On est d'accord sur... Oui, mais voilà. S'il vous plaît, il y a des questions plus intéressantes que ça, s'il vous plaît. Il y a des questions... Pour qu'on puisse valider les résultats, il faut qu'on vide les recours d'abord. Il y a des questions plus intéressantes. Quand même, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a des recours. Il y a eu des discussions avant même les élections de représentativité. Parce qu'ils ont contacté les syndicats. Les syndicats sont tombés d'accord sur l'organisation de ces élections. Nous étions d'accord. Tout le monde était d'accord. Mais que les élections suivent le processus jusqu'à la fin, c'est ça nous que nous demandons. C'est-à-dire le ministre du Travail doit sortir l'arrêté de proclamation définitive des résultats et il n'ose pas le faire. Mais pourquoi il n'ose pas le faire? Parce qu'il y a un recours en annulation qui est pendant devant la justice et en matière électorale, le recours est suspensif. Mais dites-nous, pendant que ce recours-là ne sorte, les principales victimes en pâtissent, c'est-à-dire les élèves et les étudiants. Non, est-ce que c'est Pensez-vous à... Si, c'est très lié, c'est très lié. Déjà sur la qualité de formation des apprenants, ça aussi, il faudrait qu'on... Non, je veux dire, il ne faut pas lier les élections et la qualité. Non, c'est juste une transition que nous faisons. Peut-être M. Ati a compris, mais peut-être pas vous. Je dis, pendant ce temps, il y a des grèves, pas plus tard que cette semaine. Il y a eu des grèves à l'heure où je vous parle. Beaucoup d'enfants sont chez eux. Est-ce que cela n'impacte pas sur leur formation? Il y a des grèves parce que le gouvernement n'a pas respecté ses accords. C'est aussi ces engagements souscrits. C'est-à-dire les grèves sont liées au fait que le gouvernement qui a signé des accords ne veut pas respecter ces engagements souscrits. C'est ça le rapport. Alors, monsieur, dites-nous, tout cela a un impact forcément sur la qualité de formation des apprenants. Ce qui est très dangereux d'ailleurs pour l'avenir du pays. Effectivement, parce que non seulement... Même en période normale, nous sommes en deçà du quantum horaire normal. Surtout. En deçà du quantum horaire, à plus forte raison qu'il y a des grèves. Sans compter maintenant l'environnement des enseignements-apprentissages qui fait aussi défaut. Donc, nous, ce que nous avons dit, c'est que quelque part, le gouvernement aussi n'a pas joué franc jeu. D'autant plus qu'avant qu'un syndicat ou bien une organisation ne déclenche un mouvement de grève, il y a quand même un préavis
de grève qu'ils mettent sur la table du gouvernement. Il fallait mettre à profit maintenant cette durée, ce délai, pour appeler les syndicats, les organisations syndicales à ce qui a été fait tardivement. C'est au dernier moment, c'est après le déclenchement des mots d'ordre de grève. Ensuite, profiter surtout des vacances. Pendant qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de classe, profiter de ces vacances-là pour appeler les organisations syndicales sur justement la table de s'asseoir autour de la table et de trouver un consensus, surtout avec l'ensemble des organisations. D'autant plus encore qu'il y a eu pratiquement de 2014 à 2018, ça semblait un peu apaisé. Donc il fallait que le gouvernement mette à profit cette période-là pour effectivement effacer définitivement ces problèmes de lenteur administrative, ces problèmes d'équité salariale, etc. pour qu'on puisse quand même se pencher uniquement et spécifiquement sur la qualité de l'éducation au Sénégal et sur l'efficience du système éducatif au Parce qu'il faut le dire, auparavant, l'éducation sénégalaise était considérée comme l'une des meilleures dans la sous-région, mais maintenant la question se pose vu que le quantum horaire même peine à être respecté. Déjà, le président Macky Sall a donné des instructions aux ministres concernés par ces secteurs-là, qui sont très agités pour une meilleure prise en charge des revendications. Pourquoi ces instructions peinent à être appliquées? C'est parce que ce n'est pas un seul facteur qui bloque le quantum horaire, c'est plusieurs facteurs combinés. Donc nous attendions à la sortie, disons, de la rencontre, ou bien des 11 directives présidentielles, celle qui nous agréait le plus, c'est surtout le monitoring des assises nationales. Il fallait créer un comité qui puisse quand même suivre les conclusions des assises nationales. Ceci malheureusement n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, tout ce qui a été débattu, ce qui a été retenu, on ne sait pas si ça a été réalisé à 100% ou bien à 10% ou bien à 30%. Ce comité donc n'a pas eu lieu. Et de plus aussi, il faut parler de l'environnement même scolaire qui bloque quelquefois les enseignements apprentissages. On a un nombre pléthorique d'abris provisoires. Certaines écoles démarrent les classes au mois de novembre, voire décembre, et terminent très tôt, c'est-à-dire au mois de juin, au mois de mai, voilà, c'est ça, au mois de mai. Donc, il faut élaguer systématiquement les abris provisoires. Donc, ces élèves-là, ce sont des Sénégalais comme ceux qui habitent Dakar. Ils ont droit à un quantum horaire quand même normal, comme les autres. Voilà, Monsieur Mbodj, rapidement, vous dites que voilà, vous n'avez pas parlé du protocole du 30 avril 2018. Monsieur Aty l'a signalé tout à l'heure avec les 6 points essentiels qui ont été retenus et tout. Déjà, vous l'avez expliqué tout à l'heure, la récurrence du problème qui ne saurait être résolu tant qu'on n'aura pas réglé certains points d'achoppement sur lesquels vous bloquez avec l'État. Mais à quand une stabilité définitive du secteur éducatif sénégalais? C'est la question que je vous pose. En tout cas, moi, d'abord, je vous dis que, je le répète, le gouvernement de connivence avec ces syndicats qui sont cités cherche à torpiller. Qui sont vos collègues? Accords. Non, oui, laissez-moi terminer, madame. Qui cherche à torpiller les accords. Le seul protocole d'accord qui existe, c'est le 17 février 2014. D'après vous? Tous les points. Non, ce n'est pas d'après moi. Non, d'après vous. Non, je vous dis, nous sommes dans le secteur, nous connaissons comment ça marche. On ne peut pas signer un protocole sur un protocole. C'est comme cette année, ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont signé il y a 2 ans un protocole pour essayer d'enterrer le protocole de 2014. Cette année, peut-être ils chercheront aussi à signer un autre protocole pour enterrer celui de 2018. Non, il faut. Mais qu'est-ce qui vous empêche de fédérer autour d'une seule organisation? Ça, j'ai été clair, j'ai dit, c'est normal, nous sommes dans le même secteur. Nous avons des syndicats qui n'ont pas les mêmes lignes syndicales. Parfois, c'est extrêmement difficile pour que les gens soient ensemble, même si ça ne devait pas être cela. C'est pourquoi nous, le G20, nous avons dit que nous lançons un appel au G7, parce que tout le monde aujourd'hui dans ce pays, les anciens qui sont dans les classes, ils disent partout que le blocage, c'est le G7. Parce que nous, le G20, nous avons lancé un appel pour dire que nous devons tenir une rencontre avec le G7, si le G7 est d'accord, pour qu'on puisse harmoniser nos positions et faire face au gouvernement. C'est ce que vous devrez faire. Non, nous sommes d'accord, je dis. Je profite de votre plateau pour le réitérer, je l'ai dit dans beaucoup de plateaux, que nous, le G20, nous marquons notre accord par rapport au signal qui a été envoyé par les enseignants sur le terrain. Actuellement, ils sont en train de lutter ensemble sur le terrain, le G7 et le G20. Maintenant, au niveau du sommet, ils veulent qu'on se parle et qu'on soit ensemble, qu'il y ait une synergie d'action pour qu'on puisse être plus efficace dans la revendication. Nous, le G20, nous sommes d'accord
Et nous avons lancé un appel public au G7. Maintenant, si le G7 est de connivence avec le gouvernement et ne veut pas aller dans le sens voulu par les enseignants, mais ils n'ont qu'à assumer cette responsabilité. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, au moins, ce problème, on ne peut plus dire, est-ce que vous, non. La question maintenant doit être posée. Puisque nous sommes d'accord le G20, pourquoi le G7 refuse de discuter avec le G20 pour qu'on puisse aller ensemble dans cette lutte, harmoniser les positions, harmoniser les plans d'action, être plus efficace et contraindre le gouvernement à respecter les accords. C'est ça le vrai débat aujourd'hui. C'est pourquoi nous pensons qu'il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Nous, le G20, nous sommes d'accord. Maintenant, pour régler définitivement les questions liées à l'éducation, moi je pense que, comme je l'ai dit, il faut éviter de faire dans la langue de bois. Aujourd'hui, la langue de bois, c'est le gouvernement a signé des accords. S'il veut qu'il y ait la paix dans les établissements, il n'a qu'à respecter ces accords, pas les accords cosmétiques. Nous voulons qu'on mette sur la table les véritables goulots qui étranglent le système. La fin des lenteurs administratives. Et ça, l'État... Qu'on paye les rappels. Non, c'est quelques points, ils ne sont pas nombreux. Qu'on paye les rappels. C'est-à-dire un État qui prend 1000 milliards, ou même récemment qui prend 150 milliards pour construire donc, une arène, etc. Nous pensons qu'il a les moyens de trouver de l'argent pour payer les enseignants. Il n'a qu'à trouver de l'argent pour payer les rappels, mettre fin aux lenteurs administratives et ouvrir des discussions sur le système de rémunération pour corriger les injustices. Ce sont ces trois points majeurs qui vont faire, et de confier également le ministère de l'Éducation à un ministre qui est compétent. Parce que depuis quelque temps, on constate, et d'ailleurs le lycée Blaise Diagne que vous avez montré tout à l'heure ce matin, une dame, professeur d'éducation physique, a été agressée. La semaine passée, un professeur a été agressé. Ça c'est d'autres problèmes. C'est des problèmes sérieux dans le système. Mais non, ce n'est pas d'autres problèmes. C'est des problèmes sérieux, c'est-à-dire qu'il y a un mauvais pilotage du système actuellement. C'est-à-dire au niveau du ministère de l'Éducation nationale, mais c'est une catastrophe. Il y a des problèmes de pilotage. On constate que depuis un certain ça, c'est votre conception, s'il vous plaît. Alors, M. Ati, que pensez-vous déjà des solutions qui ont été proposées par M. Mbouit? Déjà, lui-même, il a reconnu que l'État a fait des efforts, comme nous tous, nous avons reconnu que l'État a fait des efforts, d'autant plus que 24% du budget va alloué à l'éducation. Donc, c'est assez substantiel, mais malheureusement, c'est insuffisant, parce qu'on ne compte que sur les taxes, on ne compte que sur les impôts, effectivement, pour renflouer les caisses de l'État. Il va falloir chercher maintenant des sources de financement innovants. Comme par exemple, on nous dit aujourd'hui qu'on a découvert du pétrole et du gaz, il va falloir allouer donc un certain pourcentage au secteur de l'éducation. Pourquoi ne pas dire 2 ou 4 ou 5%? Parce que cela fait partie des secteurs prioritaires. Effectivement, ça permettra quand même à l'État de souffler un peu. D'autant plus qu'il part d'une dette de 100 milliards que l'État doit aux enseignants. Donc ces 100 milliards, où les trouver? Il va falloir donc trouver des financements innovants, voire même à mettre une taxe sur certains produits, dire que cette taxe c'est uniquement destinée à l'éducation ou bien au secteur à problème de l'éducation et la santé. Donc avec ça, peut-être l'État pourra trouver d'autres niches de financement pour vraiment juguler ce problème-là, pour qu'on puisse passer à d'autres défis, notamment le défi de la qualité de l'éducation. Parce que les solutions ne manquent pas. Il suffit juste d'avoir un bon mécanisme de dialogue, de se poser et de trouver des solutions. N'est-ce pas? Effectivement. Vous êtes d'avis? Effectivement, parce que si les acteurs ne se regardent pas en chien de faïence, si la confiance est retrouvée, c'est sûr que le Sénégal regorge de ressources humaines de qualité qui sont capables de trouver des solutions idoines aux problèmes du système éducatif. Vous dites? Je dis pourvu que ça soit une volonté du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons des gouvernements qui se succèdent et qui ne font pas de l'école leur priorité. C'est ça la vérité. Il faut qu'on arrête de faire dans la langue de bois. Aujourd'hui, on ne peut pas être dans un système où les enseignants constituent 60% des effectifs de la fonction publique, mais consomment que 30% donc des ressources allouées à ce secteur. C'est inacceptable. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut qu'il fasse de l'école, parce que si le président Macky Sall pense que son plan Sénégal émergent là peut sortir le pays de la pauvreté en ayant un système éducatif au rabais, c'est parce qu'il se trompe lui, mais il trompe les Sénégalais. Mais vous êtes-vous déjà posé la question de savoir si vous vous y prenez bien, c'est-à-dire est-ce la bonne attitude à tenir pour avoir ce que vous voulez? Nous considérons que les gens peuvent juger la manière de faire, parce que certains disent que oui, vous faites des grèves, la grève, ce n'est pas la solution, etc. Les gens disent vous vous mobilisez tout le temps, etc. Il y a d'autres possibilités. Mais aujourd'hui, nous avons des gouvernements en Afrique qui ne connaissent que la confrontation. Aujourd'hui, qu'on constate
que pendant, je vous l'ai dit, pendant 2 ans, quand il est arrivé au pouvoir, on lui a donné une accalmie. Il n'y a pas eu de grève de 2012 à 2014. Mais vous êtes toujours sur le terrain de la confrontation. Peut-être adopter une autre solution aussi pourrait résoudre le problème. C'est ça que je vous dis, madame. C'est-à-dire que de 2012 à 2014, on avait une autre posture. On discutait avec le gouvernement. Il n'y avait aucune grève. Et pourtant, le gouvernement n'a pas profité de ça pour régler les problèmes. Lorsqu'ils ont organisé les élections en 2017, de 2017 à 2020, ils parlent avec un groupe. Parce que moi j'ai dit aux gens qui parlent avec le gouvernement, ils disent, mais parler avec le gouvernement n'est pas une fin en soi. Mais qu'est-ce qui vous empêche de la manière dont les autres parlent avec le gouvernement de parler avec eux? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je dis, discuter avec le gouvernement seulement n'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est qu'il y ait une finalité. C'est-à-dire, eux, ils ont discuté pendant 3 ans avec le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes en grève, nous avons déclenché la grève, nous le G20. Ils nous rejoignent dans la lutte. Ça veut dire que les discussions avec le gouvernement pendant 3 ans, avec ce groupe-là dont on parle, mais n'ont rien produit. Mais donc, pendant ce temps-là, les 3 ans dont vous parlez, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Nous, pendant ces 3 ans-là, mais nous, en 2018, c'est nous qui avons déclenché la crise. Maintenant, eux, ils ont, pendant 3 ans, le G7, discuter avec le gouvernement, faire des monitoring, et puis le monitoring, ce n'est rien d'autre que ils cherchent le mot anglais, moi je suis prof d'anglais, ce n'est rien d'autre que le suivi des accords. Ils ont fait donc des séances de suivi des accords pendant 3 ans, ils ont vraiment discuté pendant 3 ans avec le gouvernement, in fine, la crise persiste, nous allons en grève, ils nous rejoignent dans la grève. Ça veut dire quoi? Que les discussions avec le gouvernement n'ont produit rien du tout. Et que donc aujourd'hui, nous constatons l'échec de ce système qu'on a mis en place depuis 3 ans pour discuter avec les enseignants. Mais quelle autre piste de solution vous proposez justement? Nous, la solution que nous proposons d'abord, c'est que le gouvernement arrête la surenchère. La surenchère, c'est de dire, de respecter d'abord la C87 et la C98 de l'Organisation internationale du travail, qui impose tous les États signataires de discuter avec les secteurs en conflit. Donc le gouvernement est en train de violer sa signature internationale. D'abord, ça c'est la première chose, c'est-à-dire en ouvrant des négociations inclusives, parce que le dialogue social est inclusif. Donc de permettre à tous les syndicats légalement constitués de discuter avec eux pour calmer le jeu. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sérénité, parce que le gouvernement a réussi à créer une situation de surenchère. À dire, je parle avec ces gens-là, je ne parle pas avec les autres. Si bien qu'il y a une situation de surenchère, et pour calmer le jeu, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et dire maintenant, on discute avec tout le monde pour calmer les esprits, permettre aux uns et aux autres de revenir à la raison pour pouvoir maintenant engager les discussions et aller dans le sens de matérialiser les accords souscrits. Et dites-nous, quels sont vos rapports avec les autres groupes, c'est-à-dire le G20, le G7? Non, moi je suis le coordinateur du G20. C'est ce que je vous dis, vous n'avez pas compris le sens de ma question. Quels sont les rapports entre ces différents groupes, le G20, le G7, entre autres? Déjà, est-ce que vous vous comprenez entre vous, entre collègues? Effectivement, j'ai dit, c'est le gouvernement qui est en train de manipuler un groupe. Même si le gouvernement manipule, mais c'est à vous de rester unis. C'est pourquoi j'ai dit, c'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas qu'on soit ensemble. Parce que, alors que même le gouvernement ne sait pas que quand les syndicats sont ensemble, c'est en ce moment qu'il est plus difficile de régler les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je l'ai dit, lorsque nous avons déclenché notre premier plan d'action la semaine passée, ils avaient convoqué donc le G7. Quand ils ont convoqué, des journalistes m'ont appelé pour me dire qu'est-ce que vous en pensez d'Ambouille. J'ai dit, ce que j'en pense, c'est simple. Cette rencontre va accoucher d'une souris. Bon, déjà, c'est parce que vous n'êtes pas solidaire que le problème ne se règle pas. Excusez-moi, s'il vous plaît, on n'a plus assez de temps, s'il vous plaît. Monsieur Ati, s'il vous plaît. Non, laissez s'il vous plaît. On n'a plus assez de temps. Monsieur Ati, vous, la COSIDEP, vous qui avez déjà participé à plusieurs tables de négociation, quelles sont les solutions que vous préconisez pour résoudre ce problème? Bon, ce que nous préconisons, c'est ce que nous souhaitons, que ce soit les derniers plans d'action, que ce soit pour le G20, que ce soit pour le G7. Parce que nous ne voulons pas arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'orée des examens pour une solution de colmatage. Parce que d'année en année, on assiste au même scénario. Parce qu'il faut penser quand même à l'avenir de ces jeunes apprenants. De ces jeunes apprenants. D'accord? Il faut penser au taux de réussite dans le système éducatif, qui est aujourd'hui très bas, qui varie entre 30 et 40%. Et cela se voit à chaque examen? À chaque examen, cela se voit non seulement au CFE, mais aussi à l'entrée en 6e, même au baccalauréat. Au BFM aussi, c'est la même chose. Donc, il va falloir booster effectivement ce taux de réussite dans les différents examens. Donc, cette situation-là, vraiment, ne va pas en faveur de ce taux de réussite performant que nous voulons avoir. Donc, il va falloir que le gouvernement
aussi reçoivent ou bien prennent des décisions fermes par rapport à ces revendications-là. Parce qu'il n'y a pas de revendications nouvelles. On parle du protocole de 2012, on parle du protocole 2014 pardon, et du protocole de 2018. Il n'y a pas de différence. Ce sont les mêmes points. Ce sont les mêmes points de revendication. Lenteur administrative, respect des accords, équité salariale. Donc, il va falloir que le gouvernement se penche sur ces questions-là pour qu'on puisse quand même dépasser ces questions et aller vraiment vers l'essentiel, c'est-à-dire vers la qualité de l'éducation. Et pour cela, il faudrait que tout le monde parle aussi d'une seule voix. D'une seule voix. Nous, ce que nous souhaitons effectivement, qu'il y ait une unité syndicale. Surtout. Une Très unité important. syndicale. Donc, il y a deux pôles. Il y a le pôle, disons, les G7, il y a aussi le G20, les autres syndicats. Donc, pratiquement, qui se regardent en chaîne de faïence. Donc, il va falloir effectivement que ces deux entités harmonisent leurs positions. Peut-être là, je vois le rôle de la société civile, des organisations de la société civile que nous sommes. Peut-être nous allons essayer de voir la médiation qu'il faut pratiquement faire par rapport à cela. Comme lui-même, il a proclamé solennellement qu'eux, ils sont ouverts. Donc, nous ne sommes pas restés les bras croisés. À chaque fois, nous essayons quand même de trouver des solutions et de contacter même les partenaires en deçà même des tables de négociation pour quand même voir leur position et trouver la bonne solution par rapport à cela. Trouver la bonne solution et j'espère même que ces discussions dont vous parlez, notre ami Dame Mbodj va y participer avec le G20. Déjà, nous sommes à quelques minutes de la fin. Oui, bon, moi ce que je dis c'est simple. Mon dernier mot, c'est que nous sommes d'accord pour être avec toutes les organisations syndicales en lutte, nous le G20. Les 27 syndicats que je coordonne moi, en tant que secrétaire général du CUSEMS authentique, nous avons discuté et nous sommes d'accord parce que nous n'avons aucun problème à discuter avec qui que ce soit tant que c'est autour des problèmes des enseignants pour créer des conditions de travail plus décentes. Maintenant, nous, notre seule condition, c'est que nous ne voulons pas qu'on nous parle d'un protocole de minuit, comme ce qui s'était passé lorsque Serigne Mbaye Thiam accusait certains syndicats. Nous ne voulons pas également de cette rencontre de Mermoz, aujourd'hui que personne ne peut dire exactement ce qui s'était passé là-bas. Donc nous, sur ces questions-là, si on est à la garantie que tout va se faire autour de la table et qu'on va discuter pour l'intérêt supérieur des enseignants, nous n'avons aucun problème pour discuter avec qui que ce soit. Maintenant, madame, je sais que vous ne voulez pas que je le dise, malheureusement le ministère de l'Éducation nationale n'était pas là comme vous dites, mais le ministère, vous les avez invités. Donc, il faut que les téléspectateurs aussi comprennent que vous avez invité le ministère. S'il vous plaît, comme je le dis tout à l'heure, le concept, M. Adji, de cette émission-là, c'est d'apporter des solutions aux questions qui se posent. Il ne nous intéresse pas de venir et de polémiquer sur le plateau, sincèrement, parce que là... Donc, vous avez de la chance, parce que quand même, s'ils étaient là, on aurait... Parce que là, il s'agit de fédérer et tout. En tout cas, M. Adji, je vous remercie d'être passé. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec M. Dame Mbodj, secrétaire général du CUSEMS authentique, coordonnateur du G20, et Abbas Saïti, membre du comité exécutif national de la COSIDEP, qui vraiment œuvre beaucoup à la consolidation et surtout à la résolution de ce problème-là. Et comme je vous l'avais dit également, M. Mamadou Diagne, directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, devait également être de la partie avec nous. Il nous avait donné son accord de principe, mais il a désisté à la dernière minute pour des raisons que nous ignorons. N'empêche, nous avons voulu, tant que nous avons pu, niveler et équilibrer ce débat. En tout cas, merci à vous et un grand merci à la partie rédactionnelle et également à la partie technique, toujours derrière pour bien faire. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débrief, toujours sur Médian TV Afrique.